le point que je voulais faire tout à l'heure sur la fameuse volonté vivante, au niveau des chocs, là, des chocs de l'âme. Les chocs à l'âme et les chocs à l'ego. Je veux faire la différence là-dedans. Les chocs à l'ego. Les chocs à l'âme, l'homme ne les voit pas venir. Quand vous avez des chocs à l'âme, c'est comme je donnais l'expérience de la famille qui marche sur la rue, puis d'un coup la petite fille se fait frapper par un camion. Les chocs à l'âme, l'ego ne les voit pas venir. Ça prend l'ego par surprise. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un choc à l'âme. Puis ces grands chocs à l'âme-là dans la vie de l'homme, s'ils sont utilisés pour la transmutation des corps, c'est extraordinaire. Mais le problème avec les chocs à l'âme, c'est qu'en général, quand quelqu'un vit un choc à l'âme, c'est très difficile de l'oublier. La mémoire entre en jeu. Fait que la pauvre femme puis le père là, qui viennent perdre leur enfant sous la roue d'un camion, là. Prenez les Juifs, l'Holocauste de 45. C'est très dur d'oublier les chocs à l'âme. Et le point pivotal dans l'utilisation d'un choc à l'âme, c'est dans la capacité de l'ego d'oublier. Autrement dit, là, où l'ego transmute et puise dans toutes ses réserves intérieures, il découvre des dimensions de lui-même qu'il n'avait jamais conscience avant. C'est quand il est capable d'oublier le choc à l'âme. Parce que le choc à l'âme, c'est le plus grand imprimatur que l'être humain puisse subir au niveau d'une programmation quelconque. S'il est capable d'oublier le choc, de ne plus mettre de valeur dans le choc, parce que la valeur c'est toujours au niveau de l'ego et des sentiments, et ainsi de suite, à ce moment-là, l'être commence à utiliser créativement ce choc-là. Et il peut aller très loin avec ça. Ce qu'on vit en général dans la vie, c'est des chocs au niveau de l'ego. On en vit toutes les sortes, on en vit quasiment tous les jours. Les chocs au niveau de l'ego aussi servent à transmuter l'âme. Mais ils ne sont pas aussi fondamentaux que les chocs à l'âme. Fait qu'il y a des êtres qui sont capables de très très bien dépasser les chocs à l'ego. Il y a des êtres inconscients qui sont capables de dépasser les chocs à l'ego. Et ça va les amener à une certaine transmutation des corps, à un certain niveau. Mais ça ira jamais aussi loin que les chocs à l'âme, et ça ne risquera jamais autant de les atteindre que les chocs à l'âme. Parce que quand tu vis un choc à l'âme, c'est comme si ta vie s'arrête. Tu sais, une femme qui perd son enfant en dessous d'une roue, là. Un père de famille. Tout le sens de ta vie s'arrête. Puis pendant un certain temps, ou peut-être pendant très très longtemps, il y a des gens qui ne reviennent pas de leur choc à l'âme. Moi, j'ai un de mes cousins dans ma famille qui a perdu son père. Son père est mort sur un plancher de danse, il avait 13-14 ans. Il a eu un choc, puis il n'en est jamais revenu. Ça a été un choc à l'âme. Il n'en est jamais revenu. Puis il y a des péris, puis il y a des péris, aujourd'hui, il y a peut-être 45, 50 ans, là. Il est totalement végétatif. S'il y avait une bonne éducation, une bonne psychologie, un bon aide parental, ou des gens qui auraient pu réellement le sortir de ça, ben, il serait peut-être devenu un grand pianiste, un grand être créateur. Alors, les chocs à l'âme, les gens qui vivent ça, souvent, ont l'impression que la vie s'arrête, la vie n'a plus de sens pour eux autres. Et s'ils ne sont pas capables de récupérer cette énergie-là, souvent, ils vont vers des grandes dépressions. C'est pour ça que dans la vie, des chocs à l'âme, on n'en a pas trop. On en a peut-être un, on peut en avoir un, peut-être deux. Il n'y en a pas beaucoup de chocs à l'âme. Tandis que des chocs à l'ego, ben, ça, on a tout le temps. C'est important de connaître la différence. Une fille, par exemple, qui se fait violer par ses parents quand elle est jeune, c'est des chocs à l'âme.
si elle est capable de récupérer cette énergie-là, elle peut aller très loin, mais il faut qu'elle l'oublie. Puis l'oublier, comme je vous dis, ça veut dire ne pas mettre de valeur dedans. Donc, dans un sens, des chocs à l'âme sont de grandes opportunités pour l'homme. Ce sont de grandes opportunités ou ce sont de grandes portes vers la défaillance. Et ça dépend de l'âme elle-même. Ça dépend de sa structure interne, ça dépend de sa nature, ça dépend de son évolution, et ainsi de suite. Puis il y a des âmes qui ne sont pas capables de vivre ces chocs-là. Éventuellement, elles perdent toute leur vigueur et éventuellement l'âme dépérit. Puis il y a des âmes, au contraire, qui prennent des chocs à l'âme et qui en arrivent à tourner leur vie totalement dans une autre direction et faire de grandes choses. Souvent, quand on lit la biographie des grands hommes ou des grandes femmes dans nos sociétés, souvent on voit que ces êtres-là ont eu des grands chocs à l'âme. Ils ont connu les guerres, ils ont connu des assauts sur leur personne. Puis ils ont pris ces situations-là pour totalement prendre leur vie sous le contrôle et aller dans la direction qui faisait partie de leur nouvelle destinée. Donc, ils disent, les chocs à l'âme sont des opportunités. On ne les veut pas venir, ils viennent. Quand ils viennent, quand on les expérimente, il faut savoir comment les vivre. Puis quand je vous dis que les sortir de notre mémoire le plus vite possible, c'est la façon la plus directe, la plus créative, la plus utile de traiter avec. Ne pas passer notre temps à réfléchir sur ces événements-là, parce que quand on réfléchit trop, la mémoire se développe, et quand la mémoire se développe trop, éventuellement l'astral peut entrer en jeu. Quand l'astral entre en jeu, dans ce moment-là, l'homme peut perdre contrôle sur son énergie mentale, et à ce moment-là, il se fait astraliser, puis là, il va encore vers la défaillance. L'astral peut devenir très, très actif chez l'homme quand il vit un choc à l'âme. Beaucoup plus actif que quand il vit un choc à l'ego. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, quand ils vivent un choc à l'âme, les gens vont dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça? La femme, elle peut bien dire, c'est une bonne catholique, elle peut facilement dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse perdre ma petite fille? T'sais. Il y a une révolte intérieure, bien sûr. Mais ils disent que d'une manière ou d'une autre, la gestion de votre mémoriel, la gestion de vos mémoires, que ce soit des chocs à l'âme ou que ce soit des chocs à l'ego, la gestion de votre mémoriel est fondamentale si vous voulez en arriver éventuellement à bénéficier d'une volonté vivante. Parce que ils disent, dans la gestion de votre mémoire, c'est là que vous avez la chance de contrôler votre psychologie animale. Quand vous avez des chocs à l'ego ou à l'âme, votre psychologie animale, elle entre en jeu. Et votre capacité de faire la gestion de votre mémoire, ça fait partie de votre capacité de vous soustraire de votre psychologie animale. Plus vous vous soustrayez de votre psychologie animale, plus vous entrez dans une psychologie mentale. Donc une psychologie plus intelligente, une psychologie plus détachée du corps émotionnel, une psychologie dont les assises sont plus en dehors de la réflexion. Fait qu'il dit à ce moment-là, mais vous pouvez commencer à comprendre votre expérience. Parce que vous ne pouvez pas la comprendre, votre expérience, si vous êtes trop dans le mémoriel. Mais si vous sortez du mémoriel, vous me laissez le mémoriel là, vous êtes capable
plus facilement de comprendre votre expérience, et à ce moment-là, il y a un processus d'intégration qui se fait. Que ce soit des chocs à l'ego, que ce soit des chocs à l'âme, il y a un processus d'intégration qui se fait, et il y a un agrandissement de l'être. L'être grandit. Mais il grandit par rapport à quoi? Ils disent qu'il grandit par rapport à la conscience des plans. Parce que les plans sont toujours là. Une fois que le canal est ouvert, les plans sont toujours là. Tu peux toujours communiquer avec les plans. Fait qu'à partir du moment où l'homme grandit à partir des plans, il développe une conscience universelle. Ça veut dire quoi une conscience universelle? C'est une conscience qui comprend le planétaire. C'est simple de répondre. Une conscience universelle, c'est une conscience qu'on n'a pas besoin des grandes définitions ésotériques. Une conscience universelle, c'est une conscience qui comprend la conscience planétaire, est capable de la comprendre. Elle comprend la vie, elle comprend la mort, elle comprend les accidents, elle comprend les lois d'accident. Elle comprend les programmations. Autrement dit, elle comprend tout. Une conscience universelle, c'est une conscience qui comprend tout. Pourquoi qu'elle comprend tout? Parce qu'elle n'est pas alourdie par la réflexion de l'ego. Parce que si elle n'est pas alourdie par la réflexion de l'ego, à ce moment-là, la conscience de l'ego est libre. L'homme a une conscience libre. Ils disent que quand vous commencez à faire de la gestion de votre mémoriel, c'est là que vous commencez à perdre de la réflexion au bout de l'ego. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux états de cohabitation dans votre mental. Il y a une habitation mentale ou il y a une habitation astrale. Autrement dit, vous êtes astralisé ou astralisable ou vous avez une conscience mentale. Un des deux. Si vous faites une bonne gestion de votre mémoriel, l'astral, ça va être difficile à l'astral de rentrer dans votre conscience. Autrement dit, ça va être difficile pour vous autres de vivre une conscience astralisée. Fait qu'à ce moment-là, vous allez vivre plus une conscience mentale. Puis avec le temps, vous allez devenir très habitué, puis très habile à passer d'une conscience astralisable à une conscience mentale, puis éventuellement, vous allez avoir de la permanence dans votre conscience. Vous allez toujours être conscient. Vous n'allez pas oser faire la méditation. Pour avoir l'impression de l'être. Fait que la mémoire a deux fonctions. Sur le plan matériel, la mémoire a deux fonctions. Dans l'inconscience, la fonction de la mémoire dans l'inconscience, c'est de donner à l'ego l'impression d'être. Votre mémoire, elle vous donne l'impression d'être. Dans la conscience, la mémoire devient totalement fluide. Fait que la mémoire n'est plus pour l'ego dans la conscience. Si vous avez besoin d'avoir une bonne mémoire, c'est parce que vous êtes obligé de canaliser de l'information qui est un petit peu plus reculée dans votre temps mental. Fait que vous avez de la mémoire. Moi, des fois, j'ai une très bonne mémoire, des fois, je n'ai pas pantoute. Mais en tant qu'homme, je m'en occupe pas. Fait que quand je n'ai pas, puis quand j'en ai, je peux en avoir une très grande. Tandis qu'au niveau de l'inconscience, la mémoire, ça donne toujours à l'ego un appui, une mesure de ce qu'il est intelligemment. Bon, mais ça fait partie, cette sorte de mémoire-là est utile, puis si vous l'avez, vous l'avez, puis si vous ne l'avez pas, vous avez l'absence, et c'est une autre sorte de mémoire que vous avez. Fait qu'il y a deux sortes de mémoire que l'homme peut avoir. Une qui est mécanique, puis une qui est techniquement totalement vibratoire. Si vous avez passé des états où vous avez connu des chocs à l'âme, vous allez être amené, avec le temps, si vous faites une bonne gestion de votre mémoire, à avoir une mémoire plutôt vibratoire qu'une mémoire mécanique. Parce que cette mémoire mécanique-là, vous allez avoir tendance à la neutraliser, à en sortir, à en faire une bonne gestion
pour rentrer dans une mémoire totalement vibratoire. Puis dans la mémoire vibratoire, même si vous avez eu des grands chocs, vous ne pourrez même plus y penser avec grand choc. Fait qu'à ce moment-là, la souffrance de ce grand choc-là se dissipe. Puis ce qui vous reste, mais c'est une alliance avec le plan mental, à ce qu'on appelle le monde de l'esprit. Il y a quelqu'un qui me demandait, il dit, comment ça fait que c'est si dur? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Il est en contact télépathique avec le plan mental. Ma réponse a été que le contact télépathique avec le plan mental, il part d'en haut. Tu peux pas aller aux Indes et dire, bon, mais je vais revenir avec un plan mental, avec une connexion au plan mental. C'est eux autres qui rouvrent la connexion. Ça fait partie de ta vie, ta programmation, si t'es prêt pour whatever it is. C'est le plan mental qui fait le contact avec l'ego planétaire. Comme c'est le plan mental qui fait le contact avec l'ego planétaire, le rôle de l'ego planétaire, c'est de se préparer à ça. Autrement dit, rendre ça plus facile. Comment est-ce que l'homme peut rendre ça plus facile? En faisant une gestion créative de sa mémoire. Fait que quand vous avez des chocs de vie, ou des chocs à l'âme, utilisez ces chocs-là en faisant une bonne gestion, autrement dit, en ne mettant pas de valeur dedans. Et ça va faciliter le contact avec le plan mental. Parce qu'on y a tout le contact avec le plan mental. Le seul problème, c'est que la conscience intérieure ou la voix intérieure n'est pas suffisamment unifiée. Donc, on a ce que j'appelais à soir, je disais, il y a une division de l'écoute. C'est ça que ça crée. Ça crée une division de l'écoute. Mais si l'homme ne mettait pas de valeur dans les chocs de vie ou les chocs de l'âme, il en arriverait facilement à une unification de l'écoute, parce qu'il serait obligé de comprendre son expérience à partir d'un ego qui est objectif. Fait que la petite fille se fait creuser en dessous de la roue d'un automobile. La femme est obligée de savoir, mais pourquoi est-ce que ça s'est produit? Si elle va intérieurement, elle va en avoir une réponse. Si elle est capable de l'absorber, la réponse, donc absorber la déception, la grande déception, elle va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que la petite fille s'est faite frapper. Si elle n'est pas capable d'absorber la déception, parce qu'elle n'a pas les corps pour, elle est trop motivée, elle est trop confuse, elle est trop whatever, à ce moment-là, elle va rester dans l'expérience et elle ne pourra pas en bénéficier. Ça va faire partie de ta programmation. Parce qu'une fois que la petite fille est morte, eh bien, elle est mort. C'est tout ici qui est pogné avec la mémoire. Regardez ce qui se passe quand on apprend qu'un de nos amis est mort, puis qu'on va le voir au salon mortuaire, on le voit dans la boîte. Ça nous donne toujours un choc. On dirait qu'on n'est pas capable de dealer avec la mort. Pourtant, c'est lui qui est bien. Nous autres, on est encore dans la merde, ici. Pourquoi on attend notre boîte à nous autres? Elle va venir plus tard. T'sais? Voilà. Puis on dirait que le monde ne sont pas capables de dealer avec ça. Puis dans le fond, c'est parce que c'est eux autres, là, inconsciemment, là, c'est eux autres là, qui viennent de perdre quelqu'un. Mais si la personne était réellement objective, puis elle verrait que l'autre est rendu sur le bord, à ce moment-là, ben, elle sécherait ses larmes beaucoup plus vite, elle pourra faire une gestion de la mémoire beaucoup plus facilement, prendre ce choc à l'âme-là si c'est un parent, ou prendre un choc de vie si c'est une autre situation, puis grandir avec ça. Mais c'est pas ça qui se passe. Moi, je ne vais jamais dans un salon mortuaire, j'en ai des chums. Moi, j'ai eu des chums là, que j'ai connus, des amis qui ont vécu chez nous pendant des années de temps, qui ont vécu chez nous. Ils sont morts. Il y en a un, sa tête, un soir, il était prêt à manger à Noël, puis la tête est tombée dans l'assiette de spaghettis. Quelqu'un m'a appelé, et il dit, bon, ben, ton chum, Sonny Collins, il est mort. J'ai dit, comment est-ce qu'il est mort? Ils ont dit, bon, la tête est tombée dans l'assiette de spaghettis. Il y a une crise cardiaque. Bon, j'ai dit, ben, tu vas-tu au salon mortuaire? Non. Je visite pas les morts. Je peux leur parler.
J'ai parlé un petit peu. Ben, c'est facile pour moi de parler avec eux autres quand ils sont morts. Mais aller dans le salon mortuaire pour aller voir les morts, non. Je vais peut-être le faire pour ma mère, mais qu'à l'heure. Pourquoi? À cause de ma famille. Pour pas les scandaliser. Mais si j'avais pas de famille, je n'irais pas voir. Ça va changer quoi? Elle est morte. Prendre une étiquette d'avion, descendre ici, tout le... Mais ça fait pas partie des conventions humaines. Fait que moi, les morts, je visite pas ça. Visiter un mort. Mais leur parler, ça n'a pas de problème. Je le donne, je ne parle pas trop longtemps, un petit peu. Mais ça, moi, je vous dis ça, là, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire de ne pas visiter les morts. Allez visiter les morts. D'ailleurs, vous avez besoin de visiter les morts pour vos émotions. Quoi? À propos de nous parler juste de le fameux phénomène cette semaine à la suite de la mort de Maurice Richard, phénomène collectif. Ouais. C'est un phénomène collectif, ça. C'est une hystérie collective, c'est normal. C'est un grand bonhomme, un grand joueur de hockey. Mais de là, aller prendre mon char, puis descendre en ville, puis... je vais même pas voir mes chums, tu ne veux pas aller voir Maurice Richard. Mais je comprends la population. Ça fait partie des grands actes de dévotion sociale. C'est la dévotion sociale. C'est normal, ça fait partie des lois sociales de la société. Mais là, je parle de l'individu. Même si j'avais connu Maurice Richard personnellement, je n'irais pas le voir dans sa tombe. Oui, il parle à la maison, chez nous, on va aller le voir ses plans. Fait que c'est la séparation qui est dure, c'est à cause de l'émotion, parce qu'on n'est pas capable de faire une bonne gestion de notre mémoire. La dissociation ne se fait pas. C'est encore une affaire de mémoire. Et ça, c'est normal. L'homme a une conscience animale très développée, c'est normal. Je pense que la seule personne que je vais aller voir à la mort d'un cercueil, c'est ma mère. Puis encore, il y a des chances que je ne sois pas là. Si je ne suis pas là, puis si je suis à l'étranger, mais ma famille va dire, ben maintenant, on est à l'étranger. Fait que c'est probablement comme ça que ça règle le problème. Parce que là, ils vont tous venir me voir. Les condoléances. Puis moi, ça fait des années que je ne les vois pas, puis je ne veux pas les voir. Pas parce qu'ils sont pas fins, parce que ma vie est trop différente. Fait que là, je vais y voir, là, parce que ma mère est morte. Ils se rencontrent toutes, là, quand quelqu'un meurt, ils se rencontrent toutes. Fait que je peux pas jouer ça, ce game-là. Fait que probablement, on va être en France. Quoi? C'est très, très possible que je sois là. Mais je peux pas leur dire ça, tu sais, je peux pas dire ça à ma mère. Oui. C'est quoi qui fait que les forces lâchent le morceau? Comme ton chum qui voulait écrire, il a niaisé pendant 2 ans à écrire. Là, tout d'un coup, donnez-moi le chapitre. Les forces lâchent le morceau parce que, à cause de sa relation avec une personne qui sait ce qui se passe, sont obligés d'acquiescer à une volonté supérieure. C'est des lois de conscience. Votre question est très intéressante. Ce que l'homme ne connaît pas, il ne comprend pas des plans. Ce que l'homme ne connaît pas, il ne comprend pas des plans, c'est qu'il n'y a pas de disparité entre les plans et l'homme. Il n'y a pas de séparation entre les plans et l'homme. Mais il y a beaucoup d'ignorance de la part de l'homme, de la structure puis des lois des plans. Puis l'homme est obligé de les apprendre, ces lois-là. Ça, on appelle ça l'évolution. Une fois qu'il les apprend, ces lois-là, le problème créatif n'est plus.
Là, parce que j'étais là, puis j'étais un initié, puis je suis capable de parler avec eux autres, à ce moment-là, j'ai temporairement créé le lien entre eux autres, puis moi, à travers lui, pour que ça se fasse. Mais un jour, il faut que l'homme en arrive à le faire par lui-même, ce lien-là. Ça, on appelle ça la conscience créative. C'est le lien entre la haine et la volonté qui fait que... Bon, ben, il n'a pas assez. Il n'y a pas assez de lien entre la haine et la volonté. Il est tout dans la graisse de Bin, là, les forces spirituelles, puis le bon Dieu qui crie, tu sais. Fait que, comme j'étais là, mais je l'ai fait, ça. Moi, je l'ai, le lien entre la haine et la volonté. Je l'ai, ça. Je suis fait de ça. Fait qu'à ce moment-là, mais ça y a facilité temporairement l'expérience, puis ça y a permis de comprendre comment ça marche. Fait que, c'est une façon d'aider l'homme. Mais l'homme, il va un jour, graduellement, au fur et à mesure que cette psychologie évolutionnaire va s'appliquer dans sa vie individuellement, il va en arriver au même résultat. Avez-vous toujours eu les réponses que vous vouliez aux questions que vous vouliez? Oui, j'ai toujours eu les réponses aux questions que je veux. Par contre, il y a des questions que je ne peux pas poser parce qu'ils vont me barrer. S'ils ne veulent pas que je sache quelque chose, ils m'empêchent de le demander. Fait qu'à ce moment-là, je ne le sais pas. Ça veut dire, mets toutes tes affaires, là, puis on t'en parlera plus tard. Ils vous empêchent de le demander. Ils m'empêchent de le demander. S'ils m'empêchent de le parler, je ne peux pas le parler. Ça marche des deux bords. Ça marche des deux bords, mais je vous ai toujours dit que la pensée, c'est un mouvement bidirectionnel. La pensée, chez l'homme inconscient, il pense qu'il pense. OK, ça on le sait. L'homme conscient, surtout l'initié, est très très conscient que la pensée, c'est une énergie qui vient du plan mental, qui descend vers le plan personnel. Et quand elle part du plan personnel et qu'elle va vers le plan mental, elle fait encore partie du plan mental. Mais chez l'homme en général, il n'est pas permis de vivre une dissociation aussi grande parce que l'ego, sans fusion, l'ego perdrait son esprit. Tandis que une fois que tu es en fusion, à ce moment-là, tu n'as plus la crainte de perdre ton esprit. Fait qu'à ce moment-là, prendre conscience que la pensée vient d'en haut, puis que la question vient d'en haut, ça ne te dérange plus. Parce que tu n'es plus polarisé dans le mental. Quand ta vie doit être normale, autrement dit normalisée, à ce moment-là, il t'est donné l'impression que en haut ça te parle, puis de bas en haut tu leur parles. Ça, c'est dans la vie normale. Mais s'ils veulent te faire comprendre des aspects un petit peu plus occultes du monde mental, sont très très capables de t'empêcher de penser, de leur parler à eux autres, puis que tout ce qui vient, ça vient d'en haut. Mais l'homme en général ne vit pas ça. Pour vivre ça, il faut que tu sois fusionné. Autrement dit, tu n'es réellement pas in the game, puis tu es capable de vivre la canalisation parfaitement, et à ce moment-là, ben, ils vont te le démontrer, ça. Mais chez l'homme en général, quand il y a de l'information qui vient d'en haut, l'homme est capable d'avoir une question qui vient d'en bas, puis il a l'impression que c'est lui qui la pose. Mais moi, ils m'ont déjà démontré que s'ils vont encore plus loin, ils sont capables de couper la question d'en bas, puis c'est eux autres qui parlent. Mais ça, c'est ça de la fusion. Mais l'homme n'a pas à vivre ça. Par contre, ça permet à l'homme, à l'initié, de comprendre les lois occultes du mental, pour pouvoir les expliquer parfaitement. Tu sais, quand tu te fais dire, tu es intelligent, tu es capable d'additionner 1 plus 1, essaye donc, puis tu n'es pas capable, là tu comprends. Qui c'est qui run le show? Puis après ça, ils disent, bon, vas-y, additionne 1 plus 1, là tu es capable. Ah. Ou tu dis, ou ils disent, pose-moi une question, tu essaies de poser une question, tu es capable. Puis après ça, ils disent, bon, pose-moi la même question, tu essaies, tu n'es pas capable. Tu sais? C'est intéressant, conscience. Il n'a pas conscience de son intelligence. Il n'a pas conscience du phénomène de l'intelligence. Donc, il peut facilement vivre l'illusion d'être intelligent. En vivant l'illusion d'être intelligent, il va finir comme Rostand qui disait à 72 ans, bon ben, quand j'avais 19 ans, je pensais que je connaissais tout, puis rendu à 72 ans, je m'aperçois que je connais rien. C'est une crise de perte de temps, ça.
19 ans, tu penses que tu connais tout, tu arrives à 72, puis tu t'en vas écrire au monde, puis tu dis au monde que là, tu réalises que tu connais rien. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de pouvoir arriver à 72 ans et dire « je connais rien ». L'homme devrait connaître bien les affaires. Mais pourquoi est-ce qu'on connaît rien et qu'on a l'impression de connaître rien? C'est parce qu'on se pose des questions. C'est évident que si tu te poses des questions, tu vas avoir l'impression que tu connais rien parce que tu peux te poser des questions à l'infinité. Ils vont te donner tout le temps des nouvelles. On va toujours te donner des nouvelles questions. C'est une joke pour eux autres, c'est une fun pour eux autres. Puis nous autres, on parle. Une autre question, puis une autre question, puis une autre question, puis une autre question. Tandis que si l'homme est conscient, il n'en posera pas de questions. Il fera simplement donner des réponses. Moi, j'en ai pas de questions. Si vous m'en posez une, je vais vous donner la réponse. Mais moi, personnellement, j'ai aucune question. L'eau, elle ne se demande pas d'où ce vient. L'eau dans le robinet, elle ne se demande pas ce qu'elle vient. Elle sait ce qu'elle vient. Elle vient du lac, elle vient de la rivière, elle vient... Nous autres, on est l'eau dans le robinet, puis on n'est même pas l'eau continue dans le robinet. On est tous des petites gouttes, puis des petites gouttes, puis des petites gouttes. Ça, c'est question. On est de la question. L'homme, c'est de la question. Mais pourquoi est-ce que l'homme est de la question? Parce qu'il n'est pas capable de supporter le fait que possiblement il y a une conscience absolue. Puis c'est quoi ça? Pouvoir supporter le fait que tu as une conscience absolue, ça veut dire être capable de traiter avec intelligence toutes les anomalies psychologiques de ton moi. Exemple, si t'as de l'astralité qui te fait penser que t'es jaloux, faut que tu casses ça. Faut que tu sois capable de savoir que tu ne l'es pas. Que tu es manipulé, qu'on te fait penser que tu l'es, mais dans le fond, tu ne l'es pas. Si tu penses que tu es paresseux, faut que tu saches que tu ne l'es pas. Faut que tu saches qu'on te fait penser que tu l'es. Fait que ces anomalies psychologiques-là, qui sont responsables pour la création de fausses architectures du mental, donc du développement de ta personnalité humaine, un jour, il faut que tu sois à travers ça. Quand tu as réglé ça, ce problème d'anomalie-là, les questions, tu n'as plus. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprécier la philosophie, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas apprécier la littérature, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir des belles grandes discussions avec quelqu'un, mais quand tu vas parler avec un philosophe, quand tu vas parler avec un psychiatre, un psychologue, ou n'importe qui, tu vas toujours avoir des réponses à ces questions. Fait que si le psychologue il dit, tu crois ça au subconscient, tu vas toujours avoir des réponses à des questions. Ça existe-tu le subconscient? C'est quoi le subconscient? C'est quoi l'espace? C'est quoi le feu? C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'âme? C'est quoi Dieu? C'est quoi l'éternité? C'est quoi la mort? C'est quoi ci? C'est quoi l'atome? C'est quoi le DNA? C'est quoi la molécule? C'est quoi l'atome? La conscience, c'est quoi? C'est quoi le froid? C'est quoi le chaud? C'est quoi la gravité? C'est quoi le vide? C'est quoi l'absolu? C'est quoi l'éternel? C'est quoi? Si tu n'as pas les réponses à toutes les questions de l'homme, c'est parce que tu sais pas. Tu n'as pas conscience absolue de ton origine. Tu sais pas que l'intelligence vient d'ailleurs. Tu n'es pas capable de taper dans cette réserve-là. Pourquoi? Parce que tu penses que tu penses. Fait que ça devient lourd, puis ça devient difficile, puis ça prend bien des études de devenir intelligent. Puis quand tu as fait bien des études, tu as un doctorat, deux doctorats, 3 doctorats, tu t'aperçois encore que tu n'es pas assez intelligent. Tu es comme restant. On est tous des restants potentiels. On arrive à 72 ans, tabarnak, on est obligé de jeter, comme les Anglais disent, you gotta throw the towel away, puis on réalise qu'on ne sait rien. Fait qu'on se résigne à boire du vin et à s'éteindre lentement. Alors qu'un homme conscient qui est 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, quand tu es conscient, tu es intelligent. Fait que l'idée de ne pas comprendre des mystères, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas avoir les réponses à tout, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas pouvoir taper, to tap into this energy, ça n'a pas d'allure. L'idée de ne pas pouvoir supporter le fait que tu penses, ça n'a pas d'allure. Fait que la vie de la conscience, ça devient facile. Fait que tu passes d'une personnalité, au lieu d'être une personnalité, tu deviens une personne. Mais il y a un prix à payer. C'est la désinvestiture de l'ego.
Puis on n'a pas de choix. Parce qu'on a des actes d'habitude. Ça nous a été imprimé pendant des siècles qu'on pense. Puis à tous les jours, on a des pensées qui viennent. T'es un petit cochon, t'es un petit ci, t'es un petit ci, t'es un petit ça, t'es un petit ci, t'es un petit ça. Je voudrais bien me faire dire que j'étais un petit cochon. Veux-tu manger de la merde? Toi, câlisse en haut. Là, il partira à rire. Là, il dit là-bas, on te taquine. Puis je dirais, taquine-moi pas trop, parce que mec, je change de plan, mon tabarnak m'a envoyé sur une planète. Oh, là, ils viennent tranquilles. Ah, là, ils sont tranquilles. Là, ils ont peur de se faire brosser le cul. Parce qu'on n'a pas cette conscience absolue, les hommes sur la terre, parce que l'âme incarnée n'a pas assez de caractéristiques universelles pour transmettre à l'ego le fait que l'homme est psychiquement un immortel. L'homme est psychiquement un immortel, ça veut dire que psychiquement l'homme est capable de traiter avec les immortels, ça veut dire que l'homme est capable, sur le plan mental, d'avoir des discussions intelligentes et des rapports d'intelligence avec n'importe quelle entité astrale, désincarnée, cosmique, non incarnée ou humaine incarnée. Quand tu es rendu de même, tu n'as plus de problème. Tu veux écrire un livre, tu prends ton tapeur et tu commences à taper. Ça tape tout seul. Au lieu de se poser des grandes questions, qu'est-ce que je vais écrire? Tu n'es pas supposé savoir qu'est-ce que tu vas écrire. Moi, quand je regarde mes livres, j'y relis comme vous autres. Ça, c'est intéressant, hein? Mais nous autres, on veut savoir qu'est-ce qu'on va écrire. On veut imprimer notre intelligence dans le livre. C'est moi qui ai écrit ça. C'est pas toi qui as écrit ça. Ça a été communiqué, mais tu penses que c'est toi qui l'as écrit. Fait qu'en pensant que c'est toi qui l'as écrit, tu penses que tu es intelligent. En pensant que tu es intelligent, mais tu véhicules techniquement un phénomène d'orgueil parce que l'intelligence, c'est pas ça. Quand tu sauras que tu n'es pas intelligent comme ça, que l'intelligence, ça vient d'ailleurs, que c'est ça l'intelligence, là, on pourrait dire que tu es intelligent. Moi, quand j'ai fait la genèse du réel, j'ai dit, il y a combien de chapitres là-dedans? Ils ont dit 59. J'ai dit, mets-les sur la table. Le premier chapitre qu'ils m'ont écrit, c'est le libre arbitre, je pense, le libre arbitre. Puis ils m'ont tous écrit jusqu'au bout, 59e. Quand ils ont mis tous les chapitres, parce que je ne voulais pas perdre mon temps, là, j'ai dit, OK, on commence avec le chapitre numéro 1. Je commence avec le chapitre numéro 1. J'ai écrit sur le libre arbitre, là. Puis, quand ça a été fini, la plume est devenue sec. J'ai dit, as-tu d'autres choses à écrire? Là, ils ont dit non. On s'en va au chapitre numéro 2. Comme ça, vous écrivez les livres. Vous autres, vous êtes obligés de faire des thèses, tabarnak, puis ça n'arrête plus. Puis surtout faire des citations d'un autre gars. Penses-tu que moi faire des citations de quelqu'un, moi, quand j'écris? Je cite pas personne. Ça part de zéro, ça s'en va à l'infinité. Mais le monde, ça veut des citations. Descartes, puis Schopenhauer, puis Jean-Paul Sartre, puis Socrate, Platon. Moi, si je regarde Socrate, puis je regarde Platon, puis je regarde Schopenhauer, puis je regarde Descartes, je vais être obligé de toutes les changer, ce qu'on dit. Le statisme n'existe pas dans le mental, il existe seulement dans la vérité. Fait que si c'est la vérité philosophique du siècle des Lumières de dire que l'homme, je pense donc je suis, mais ma vibration va me forcer à défaire ça. C'est pas réel de dire je pense donc je suis. L'homme pense qu'il est parce qu'il pense, alors que s'il était conscient, il réaliserait que c'est quand il pense plus qu'il commence à être. Parce que quand tu penses que t'es. Quand tu penses plus, t'es point final. Fait qu'on est poigné, là. Je tue ou je tue pas. C'est Shakespeare. The question is, to be or not to be. Mais tu t'en vas, tu t'en as envie, la crise de vie, là. To be or not to be. On a-tu just stop at to be or not to be. Puis là, on répète ça dans le théâtre, on répète ça dans les livres. Puis les jeunes apprennent ça à 7 ans. To be or not to be. To be or not to be. On est-tu des hosties niaiseux de calices? Les prêtres, les religions, les philosophes,
l'Université de Montréal, il faut que tu saches ça. To be or not to be. Mangez donc de la merde. Ben, le petit égo qui n'a pas d'identité, il peut pas dire, ben écoute, to be or not to be, c'est absolument sans aucune valeur réelle. Ça a simplement de l'importance psychologique parce que ça permet à l'esprit de jouer avec les mots. Le petit égo, lui, qui n'a pas d'identité, il peut pas faire ça parce qu'il dit, c'est Shakespeare qui a dit, to be or not to be. Puis l'écurie qui a dit, to be or not to be. Mangez donc de la marde. On n'a pas appris à dire, mangez donc de la marde. Parce que tu peux pas dire à Shakespeare, mangez donc de la marde. Tu peux pas dire à Platon, mangez donc de la marde. C'est des grands hommes. Mais c'est des grands hommes inconscients. Calice. Le rôle du Christ remonte, c'était... Laisse faire. Ah, laisse-moi reposer. En tout cas, le point que je veux faire, c'est que quand l'homme va avoir conscience télépathique avec le plan mental, il va pouvoir bénéficier finalement d'une vibration mentale qui permet d'être libre de la forme. Parce que tant que tu n'es pas libre de la forme, tu es poigné dedans. Puis quand tu es poigné dedans sérieusement, ben, tu passes ta vie à dire to be or not to be. C'est comme le gars, le Québécois qui s'en va aux Indes, s'en va rencontrer, comment est-ce qu'il s'appelle, Rawas. Puis Rawas est assis là dans son coin, là, avec ses fleurs, puis ses encens. Puis le Québécois, il dit, Rawas, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici aux Indes? Rawas, il dit, bon ben, pas Rawas, le Québécois, il dit, je m'en viens chercher la vérité, je m'en viens voir qu'est-ce que vous avez à dire. Puis l'autre, il dit, tout ce que j'ai à dire, c'est it. Fait que le Québécois, il dit, tabarnak, j'ai dépensé 5000 piastres pour me faire dire it. Puis Rawas, il dit, it. It's it. Sais-tu que, moi, aller aux Indes, puis me faire dire it, cet hostie-là, je vais le mettre en lévitation. Parce que même it, autrement dit, même une insignifiance formelle, aussi simplifiée que it, par le mental, ça se détruit. Puis il passera une crise d'initiation à la Rawas avec moi. C'est pour ça que les mecs n'aiment pas ça me rencontrer, parce qu'ils savent que avec moi, there's no more bullshit avec moi. C'est fini, bullshit. Je t'ai accroché à Saint-Adèle de 3-4 mois, là. Je te dis qu'il y avait le pipi mou après. Fait que, tant que l'homme ne sera pas dans son identité, il va se promener dans le monde avec la question to be or not to be, ou la réponse purement fastidieuse, it. Fait qu'imagine-toi si on est des cons, puis on va à l'université pour apprendre ça, puis on va aux Indes pour apprendre ça. Fait que c'est pour ça que l'évolution, la distinction entre l'évolution et l'involution, ça va être extraordinaire. Puis c'est pour ça que l'homme va vivre une initiation, c'est-à-dire qu'il va vivre une transformation de ses corps suffisamment intense pour que, dans les premières périodes de sa transmutation, il vive des grands changements vibratoires. Puis c'est normal. Pas de problème là. C'est normal. Il n'y a rien qu'à savoir qui est correct. Fait qu'ils disent que c'est un petit peu comme si vous allez sur le lac Saint-Louis, puis une grosse tempête, vous êtes dans votre bateau, puis ça bardasse, puis mais c'est pas parce que ça bardasse que votre bateau va craquer. Si vous avez un beau bateau, puis un bon bateau, ben, faut que vous ayez confiance à votre bateau. Mais si t'as pas confiance à ton Christ de bateau, ben, c'est là qu'il craque. Puis je vais finir ma conférence, ça, oui. Parce qu'avoir confiance à son bateau, c'est dire avoir un minimum de doute. Puis avoir un minimum de doute, ça veut dire avoir un minimum de manipulation.
dans le mental. Fait que si tu as confiance à ton bateau, pour n'importe quelle raison, que ce soit parce que tu as des amis qui te renforcissent ta confiance de ton bateau, ou parce que tu es éduqué à avoir une confiance de ton bateau, ou parce que tu as appris quelque chose qui te fait avoir plus de confiance de ton bateau, si tu as confiance à ton bateau, déjà, tu n'as plus de problème. Mais si tu n'as pas confiance à ton bateau, même s'il n'y a pas de tempête pour le moment sur le lac, il va en avoir une tout à l'heure, puis ton bateau il va craquer. Tu es supposé d'avoir confiance à ton Christ de bateau. Puis on n'a pas été éduqués, nous autres, à avoir confiance à notre bateau. On a été éduqués à des curés qui nous ont dit, ben peut-être qu'il y a une petite craque dans ton bateau. Puis si tu veux pas souffrir la petite craque dans ton bateau, ben fais une prière. On a eu des philosophes qui nous ont dit, il n'y a pas un bateau parfait. Ça veut dire encore qu'il y a une petite craque dans le bateau. Fait qu'il y a toujours une petite craque dans notre crise de bateau. Tout le monde qui nous a enseigné, il nous a enseigné qu'il y avait une petite craque dans le bateau. Même l'oriental. Il dit, ton bateau, il est unifié au lac. Mais quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, crise le lac peut rentrer dans le fond. Fait qu'encore, il y a une autre petite craque dans le bateau. Fait qu'il y a toujours un problème avec notre crise de bateau. Puis un jour, il va falloir que l'homme sache qu'il n'y en a pas de problème avec son bateau. Mais qui c'est qui va dire qu'il n'y en a pas de problème avec son bateau? Ça va pas être Shakespeare, ça va pas être le gourou des Indes, ça va pas être le curé, surtout à Saint-Adèle, calice. Ça va être lui-même. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il y a une petite craque dans ton bateau, c'est toujours le pouvoir qui va imposer sur toi. Tu as une petite craque dans ton bateau, tu vas être obligé de voir pour l'arranger. Le gourou, le curé, le philosophe, ils veulent toujours que tu reviennes à eux autres, parce qu'eux autres sont supposés d'avoir la réponse à la petite craque dans le bateau. Il n'y en a pas un calice qui a la réponse à la petite craque dans ton hostie de bateau, parce qu'il n'y en a pas de craque dans ton bateau. Fait que quand l'homme va comprendre qu'il n'y en a pas de craque dans son bateau, il va avoir une diminution de doute à un tel point qu'il va être capable de faire la gestion de son énergie, puis il va sortir complètement de sa personnalité, il va rentrer dans son identité, puis le reste, ça va être totalement du gravy. Moi, je suis allé dans les musées avec ma fille quand elle était petite, parce que ça faisait partie de son éducation. J'étais dans des grands musées en Europe, puis il y avait une peinture de Michel-Ange. Puis j'ai commencé à critiquer Michel-Ange, puis j'ai fait exprès, parce qu'il y avait des sœurs à côté de moi, il y avait des curés, il y avait toutes sortes de monde, là, du monde des intellectuels, tout ça. Fait que je l'ai pris, là j'ai fait exprès, parce que je mettais bien du monde en vibration. Là, j'ai commencé à faire toute une critique de la peinture de Michel-Ange. T'aurais dû voir du monde vibrer. Qu'est-ce qui se prend lui? Ça, c'est ce qui se passait dans leur tête. Qu'est-ce qui se prend lui? Puis j'ai fait exprès, ça a été une grande expérience dans sa vie à Christine. Quand on est sorti de là, elle disait, le monde, ils n'ont pas l'air d'être contents, hein, papa? Critiquer Michel-Ange. Fait que j'ai dit, ah ouais, le grand, vas-y, critique-moi Michel-Ange. Ils m'ont fait une critique de Michel-Ange, 10 minutes de temps. Ils m'ont parlé de Michel-Ange, son état psychologique dans ce temps-là, comment est-ce qu'il sentait, il était amoureux de son gars, puis tout, puis il souffrait, papa. Je te dis que les curés, il y a des sœurs en Europe et des grandes baputines, ça vient des vrais, c'est ça l'identité. Fait qu'il n'y en a pas de craque dans votre bateau. Quand vous saurez qu'il n'y en a pas de craque dans votre bateau, que les craques dans votre bateau, c'est simplement des impressions qui sont mises dans votre mental à travers un plan ou un autre, ou du monde, vous allez commencer à vous sentir bien, puis vous allez commencer finalement à vous appointer à vivre au lieu de vous appointer à spéculer sur votre vie. Bye. Avez-vous des questions? Vous avez dit tantôt que eux autres faisaient le contact avec vous. Est-ce qu'un jour l'homme décidera quand si le contact va couper ou non? Ça a l'air d'être eux autres qui décident. Ça, c'est une très bonne question. Vous allez remarquer quand vous avez le contact, quand ça va bien, le contact il est tranquille, il te laisse te reposer.
Quand ça va mal, c'est là qu'ils c'est là qu'ils deviennent bien, bien actifs. Regardez votre pensée, là, puis vous allez voir que quand ça va bien, vous êtes en amour, tout marche, votre job marche bien, ton char, il marche bien. Pas de problème. Là, c'est bien tranquille. Mais aussitôt que tu arrives chez vous, ta maison à brûle, là, ça commence. Ta femme a sorti avec ton chum le soir, ça commence. T'as perdu ta job, ça commence. Vous allez voir qu'il y a une suractivité quand vous êtes en situation de souffrance. Mais quand vous n'avez pas de souffrance, tout va bien, c'est tranquille, ça, il ne se passe rien. Qu'est-ce que ça vous le fait? C'est là qu'il faut leur parler. Ben, c'est là qu'il faut que vous preniez conscience de la game. Après ça, leur parler, ça vient après. Quand ça va bien, tranquille. Mais aussitôt qu'il se passe quelque chose qui nous fait souffrir, là, ça rentre. Puis c'est ça qu'il faut contrôler. Parce que c'est là qu'ils nous ont. Fait que comme l'homme est inconscient, imagine-toi, là, moi je le sais parce que je suis en contact avec 5000 personnes dans la province de Québec qui ont toutes sortes de vie et d'expérience. Puis des fois, j'en ai des petites bribes. Le gars, il dit, le gars, il y a une personne que je connais, là, sa femme, elle l'a laissé. Ça y a mis la batterie à terre. Ça y a donné un choc à son ego. Ça a tout fait. Ça lui a mis en dépression. Tout ça. Puis ça y a pris 2 ans pour s'en remettre. Que ta femme te crisse là, puis ça te prenne 2 ans, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Mais 2 ans, trop long! Trop long! Il dit, je l'aime. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai dit, trouve-toi un autre ou reviens avec, fais quelque chose. Tu t'en trouves un autre ou tu reviens avec. Il dit, elle veut rien de moi. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle veut rien de toi? Sais-tu pourquoi est-ce qu'elle veut rien de toi? Il dit, parce qu'elle dit que je l'étouffe. Ben, tabarnak, arrête de l'étouffer. Arrête de l'étouffer. J'ai dit, tu peux pas étouffer une femme consciente. Un jour, elle va te mettre le pied au cul. Une femme consciente, ça veut plus être étouffée. Une femme consciente, ça veut plus être dominée. Une femme consciente, ça veut plus souffrir de l'homme parce que l'homme, c'est un con. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? J'ai dit, tu réalises-tu quand tu l'étouffais? Il dit, c'est pas que je réalisais que je l'étouffais, mais il dit, je l'aimais. Mais j'ai dit, tu l'étouffais. C'est plus d'amour, ça, Chris. Ça, c'est l'insécurité de tes émotions que tu transférais sur elle, puis tu appelais ça de l'amour. Je t'apprends d'écrire un livre sur la femme puis l'homme. Tu sais, le livre sur Mars puis Vénus, là, Mars, là, ça, c'est de la petite vieille, ça. Attends que tu vois mon livre. Sur Mars, pas sur Mars, sur l'homme d'avant. Il est du stock. Une couple d'années, ça va prendre ranger de Vénus, puis j'ai pas le goût d'écrire. Mais il va sortir. Pourquoi est-ce que l'homme est si con? Parce qu'il ne s'est pas aimé. Il dit l'homme aime avec son sexe, il n'aime pas avec son esprit. Tu ne peux pas aimer une femme avec ton sexe. Il faut que tu l'aimes avec ton esprit. Il faut que tu l'aimes avec ton sexe. L'homme aime la femme avec son sexe. Il n'est pas assez évolué pour aimer la femme avec son esprit. Le sexe, c'est une autre patente, ça, c'est une autre affaire. C'est une tige de fer, ça n'a rien à faire avec ça. Moi, j'ai plein de femmes qui me disent, j'aimerais mieux que mon mari m'affectionne que de me faire l'amour. Il dit, j'ai rien contre me faire l'amour, mais au moins qu'il m'affectionne. L'autre a dit, c'est l'amour, puis l'amour, puis l'amour. Il part le matin, il arrive à 10 heures à la maison, il arrive à midi à la maison, il arrive à 3 heures dans son break à la maison. L'amour, l'amour. J'ai dit, t'aimes-tu? Elle dit, c'est pas moi qui aime. Il dit, c'est son sexe qui aime à faire vibrer. Il dit, moi, il me traite comme un animal. C'est grave, ça.
J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Elle dit, inquiète-toi pas. Fait qu'elle travaille son affaire lentement. Là. La femme, pendant l'évolution, elle a souffert tout le temps de l'homme. L'homme a souffert de la job, il a souffert de la guerre. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas eu ses souffrances, il les a eues. Mais la femme, elle a souffert de l'homme, elle n'a pas souffert de la guerre. Elle n'a pas souffert de la job. Une femme, s'il donne un petit job chez Eaton, à 12,95, si elle est heureuse dans ses émotions avec son gars, eh bien. Ça ne demande pas gros, une femme. Mais la paix, ici, elle l'a pas. Elle l'a jamais. Puis quand elle est jeune, les parents ne sont pas assez conscients pour lui expliquer qu'est-ce que c'est le phénomène de tomber en amour. Elle veut vivre Cinderella. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Cinderella, quand tu brises les mots? Ça veut dire Cinder. Allah. Ça brûle, des cinders. Tu regardes des petites filles de 18, 19, 20 ans, 21 ans, ça n'a pas d'expérience, c'est bon. La femme, c'est l'amour. La femme, c'est l'incarnation de l'amour. Tu le regardes des yeux, c'est comme regarder à travers un lac. Tu vois dans le fond. Puis tu as des gars qui vont traiter ces êtres-là comme si c'était des outils. C'est abominable ce que la femme souffre. C'est pour ça que dans mon travail, depuis 30 ans, j'explique, puis j'explique la femme, puis j'explique. Le monde, ils me disent, quand est-ce que tu vas expliquer l'homme à la femme? Je vais expliquer à la femme d'abord, parce que c'est elle qui a plus souffert de l'homme, puis après ça, un jour, j'expliquerai le gars. Mais j'ai dit rien qu'une chose que l'homme a à savoir, c'est qu'il n'est pas intelligent concernant la femme. Il ne la connaît pas. Parce qu'il n'aime pas. L'homme ne s'est pas aimé avec son esprit. Fait qu'il y a toujours une différentiel entre l'homme et la femme. Lui, le gars, puis elle, c'est la femme. Tandis que dans un couple où l'homme et la femme ont tous les deux de l'esprit, il y a une égalité, là. Nos mères, ça, c'est correct. Nos mères, on les traite comme si c'était des divinités. C'est comme les Italiens, la mamma. Mais nos femmes, nos blondes, les êtres qui sont prêts à vivre des vies avec nous autres, on ne les traite pas avec le respect. Puis ils disent, à part ça, ils disent qu'il est temps que l'homme arrête de parler de l'amour, puis que l'homme commence à utiliser le thème respect dans ses relations humaines. Quand tu respectes un être humain, tu l'aimes automatiquement. Fait qu'oubliez ça, l'amour, je t'aime pas, je te respecte. C'est plein de monde qui parle d'amour, j'aime ma femme, tu l'aimes ta femme, c'est les mots que tu utilises, mais tu respectes-tu ta femme? Non. Fait que pour elle, ça vaut pas de la merde. Respecte-la, ta femme va être bien heureuse. Aime-la mal, puis elle va voir que tu parles. Les femmes sont bien plus mal aimées qu'aimées. T'as des femmes comme elle, des femmes sensibles, des femmes intelligentes. Là. Ça ne devrait jamais être seule, une femme de même. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes tout seules? Parce que les hommes ne sont pas assez intelligents, fait que les femmes aiment mieux tout seules.